Tous, bienvenue dans ce webinaire sur le handicap invisible et les situations personnelles handicapantes, dans le cadre des rencontres santé-travail organisées par Présence nationale, donc qui est l'association qui regroupe les différents services de santé au travail. Donc un événement qui se passe sur toute la France avec des webinaires, des portes ouvertes dans les différents services de santé au travail. Nous sommes donc aujourd'hui ensemble avec Madame Chenet et Madame Delanoë-Allard pour vous parler du handicap invisible et des situations personnelles handicapantes. Je suis le docteur Camille Gauthier, médecin du travail à l'AST 35, service de santé au travail du bassin rennais. Et je vais donc laisser mes collègues se présenter. Merci, bonjour à Emmanuel, bonjour Kelly et puis bonjour à tous. Donc je suis Koulmi Chenet, je suis directrice du management social au sein d'une association qui s'appelle Bretagne Atelier et qui a pour vocation à employer dans ses effectifs plus de 400 travailleurs en situation de handicap. Bonjour, je suis Kélique Delanoë-Allard, je suis ergonome-ergothérapeute au sein de l'AST 35, donc aux côtés du docteur Camille Gauthier, entre autres. Et donc, Madame Delanoë-Allard est en charge de la modération de ce webinaire, donc de la gestion du temps, pour pas qu'on soit trop bavarde, et aussi de recueillir les questions que vous allez pouvoir déposer sur le chat où vous avez des petites bulles en bas de votre écran à droite. Donc, n'hésitez pas à poser les questions et en fin de webinaire, d'ici une trentaine de minutes, on fera un temps d'échange afin de pouvoir répondre à vos questions du mieux que l'on pourra. Donc, nous allons débuter. Donc, d'abord, pour vous présenter l'association Présence Bretagne, donc, qui est une association régionale qui regroupe les 9 services de santé au travail interentreprises de Bretagne. Donc, vous voyez sur les différents départements. Présence Bretagne, c'est quoi? Ça représente quoi? C'est 740 000 salariés qui sont suivis, 70 000 entreprises qui sont adhérentes et c'est 843 professionnels, donc des médecins du travail, des infirmiers, des préventeurs spécialisés, des secrétaires médicales, des fonctions support, puisque chaque service de santé au travail est une association donc avec un conseil d'administration, mais aussi donc un directeur, un service RH et des fonctions support. Les rencontres santé-travail 2021, ce sont les 3e rencontres santé-travail qui sont organisées par Présence. L'année dernière, complètement en distanciel, donc cette année en mixte distanciel et présentiel. Donc, ce sont ces rencontres qui sont organisées partout, par tous les services de santé au travail interentreprises, non pas les services autonomes, et qui vont vous présenter en fait l'ensemble des actions qui sont menées par les professionnels de la santé au travail. C'est une association à but non lucratif et représentatif des services de santé au travail, qui sont actuellement près de 240, en comptant les services du BTP. Nous allons parler aujourd'hui du handicap ou des handicaps invisibles et des situations personnelles handicapantes. C'est quoi le handicap? Premièrement, on va faire un petit tour du terme et un petit tour de définition. Le terme handicap, en fait, vient du mot anglais hand in cap, la main dans le chapeau. C'est en référence à un jeu pratiqué au XVIe siècle en Grande-Bretagne qui consiste à échanger des biens à l'aveugle dont la valeur est contrôlée par un arbitre qui assure l'égalité des chances entre les joueurs. Cette notion d'égalité des chances, en fait, qui est importante. Cet anglicisme, en fait, a engendré un substantif qui s'appelle handicapé et qui apparaît officiellement dans la loi française en 1957. Le plus souvent accolé au mot travailleur, on dit travailleur handicapé, et dernièrement, le plus maintenant, c'est ce que disait d'ailleurs Madame Chenet, on parle plutôt de personnes en situation de handicap. À partir de 1980, le terme handicap est associé aux individus dans l'incapacité d'assurer un rôle et une vie sociale normaux du fait de déficiences. L'OMS a rajouté un aspect social afin de prendre en compte tous les facteurs environnementaux. Donc en fait, ce qui crée la situation de handicap, c'est un environnement inadapté et non plus la déficience elle-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attarder à la personne, mais plutôt à la personne dans son environnement.
C'est pour ça que du coup, actuellement, on parle de personnes en situation de handicap. Le terme handicap, vous l'avez déjà entendu, puisque dans certains sports, notamment dans le monde du hippisme ou dans le monde du golf, on parle de handicap également. Donc, ce handicap, c'est quoi? C'est la perte de chance par rapport à la population générale. Parce que le mot handicap et le terme handicap que j'utilise au quotidien, quasiment, c'est pour moi et pour la plupart des gens un gros mot. C'est-à-dire que les gens ont du mal avec ce terme handicap. C'est tout de suite, c'est un terme qui peut être violent. Donc moi, je parle souvent de perte de chance par rapport à la population générale. Et la RQTH, donc la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, je parle de compensation de la perte de chance. C'est-à-dire, vous n'avez pas de chance par rapport à la population générale, donc on va compenser. Et cette RQTH, en fait, elle est, on va dire, rentrée dans la loi et en tout cas bien présentée depuis la loi de 2005, la loi Kouchner. Là, actuellement, on va parler du handicap invisible. Et tout le monde est au courant, puisque ce sont des chiffres qui sont, on va dire, affichés partout. 80% des handicaps sont invisibles. C'est-à-dire que seuls 20% des handicaps sont visibles. C'est-à-dire que parmi toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, je vois qu'il y a 35 personnes, eh bien, il y a peut-être 80% de ces personnes-là qui sont porteuses d'un handicap. Moi, par exemple, je suis porteuse d'un handicap. Là, vous ne le voyez pas, mais par contre, moi, je le vis. Et là, vous le voyez un peu plus parce que je suis obligée de mettre mes lunettes pour mieux voir. Et si je n'ai pas mes lunettes, je suis handicapée. Les différents types de handicap, en fait, ils peuvent être psychiques, ils peuvent être physiques, ils peuvent être mentaux ou ils peuvent être sociaux. Le handicap social, on va plutôt le décrire un petit peu plus loin dans ce qu'on appelle les situations personnelles handicapantes. Donc, on va dire, en gros, on est tous plus ou moins handicapés. La liste, on va pouvoir vous faire une liste, on va dire, à l'après-vert, sur les différents types de handicap. Et les handicaps, il est invisible, mais invisible pour qui? Pour la population générale ou pour les autres? On distingue surtout 5 grandes familles de handicap. Le handicap moteur, qui est souvent visible, ce sont les personnes à mobilité réduite, des personnes qui ont une amputation d'un membre. On pense par exemple à Philippe Crozon, qui est amputé des 4 membres, pas de naissance, mais suite à un accident. On parle du handicap psychique. Le handicap psychique, c'est secondaire à une maladie mentale caractérisée par une pathologie. Ça va être par exemple une personne qui est atteinte de schizophrénie ou de bipolarité. On parle de handicap psychique lorsque cette pathologie empêche la personne de vivre normalement son quotidien. Donc, une personne qui est en situation de handicap psychique n'a pas forcément une déficience intellectuelle ou n'a pas nécessairement de handicap mental. Le handicap mental, contrairement à ce handicap psychique, lui, c'est un arrêt du développement mental ou un développement mental incomplet, caractérisé par une insuffisance des facultés et du niveau global d'intelligence. C'est la déclaration et c'est la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le handicap mental va se caractériser par une déficience intellectuelle qui peut être de naissance, par exemple la trisomie 21, ou qui peut survenir plus tard, après un accident qui est un accident de la vie de tous les jours. On parle de handicap sensoriel. Le handicap sensoriel, il va résulter de l'atteinte d'un ou plusieurs sens. Donc, on a 5 sens, l'odorat, la vue, le goût, l'ouïe et le toucher. Généralement, ils sont majoritairement représentés par une déficience auditive ou une déficience visuelle. Et donc, ce type de handicap va entraîner des difficultés de communication et d'intégration sociale de la personne. Après, on va parler des maladies invalidantes. Là, ce que je vous mettais, les maladies invalidantes, ça peut être une maladie cardiovasculaire, ça peut être un accident cardiaque suite à un infarctus, ça peut être une hypertension artérielle, ça peut être une insuffisance cardiaque, ça peut être un diabète, une insuffisance rénale chronique, des hépatites, des cancers, des maladies respiratoires, la sclérose en plaques, des maladies de l'appareil digestif, des maladies infectieuses comme le VIH. Actuellement, on en entend beaucoup parler, mais c'est aussi on va dire une maladie chronique invalidante, c'est l'endométriose chez les femmes qui peut entraîner des douleurs et une gêne et du coup handicaper la personne porteuse de cette endométriose dans sa vie de tous les jours. Donc, on va dire qu'elles vont entraîner des problèmes de santé et des incapacités.
qui vont nécessiter une prise en charge continue pendant une période de plusieurs années. Ce sont donc des maladies de longue durée, des maladies qui peuvent être évolutives et qui sont particulièrement invalidantes et susceptibles de complications. La maladie invalidante, elle est rentrée officiellement en 2005 dans le champ de la définition du handicap. Avant, on ne parlait pas de ces maladies invalidantes, ces maladies chroniques. Donc là, on voit qu'on a défini un cadre et on oppose ce handicap visible qui, comme le mot l'indique, il est visible, contrairement au handicap invisible qui ne se voit pas. Mais ce handicap invisible, il peut rentrer dans les 5 catégories que je vous ai décrites tout à l'heure. Donc, effectivement, on dit bien qu'actuellement, 80% des handicaps sont invisibles. Un handicap, ça peut être un trouble de la vision des couleurs, ça peut être une hypertension artérielle, ça peut être une dépression. Ça ne se voit pas et pourtant les répercussions pour les personnes qui en souffrent peuvent être importantes et leur rendre la vie difficile. La maladie invalidante, par exemple, c'est 15 millions de personnes selon le ministère de la Santé. Et pour près de la moitié, la découverte de cette maladie invalidante se fait au cours de la vie active. Donc on se rend compte que finalement, elle peut apparaître. Et c'est là où on va dire on a un peu tout notre intérêt, nous, en tant que service de santé au travail, par rapport à cette maladie invalidante. À ces deux notions de handicap visible et handicap invisible, il y a une troisième catégorie qu'on va pouvoir évoquer, qui est un petit peu hors cadre, c'est la situation personnelle handicapante. Cette notion, elle ne relève pas de la notion de handicap au terme de la loi et au sens de la loi de 2005, mais elle peut entraîner des difficultés pour la personne qui se retrouve dans ces situations. Ça peut être un deuil, ça peut être l'accompagnement d'un proche, quand on est en aidant familial, ça peut être une situation de divorce, ça peut être la perte du permis de conduire, ça peut être un séjour en prison, qui peuvent entraîner finalement dans la vie de tous les jours des difficultés à mener sa vie correctement comme les autres. Donc, je vais vous faire juste rapidement, parce qu'on a un petit peu de temps, je laisserai Madame Chenet après parler. Je peux vous donner quelques exemples de maladies ou de handicaps avec des situations que j'ai retrouvées au cours de mon exercice quotidien. J'ai une visite à la demande d'une salariée qui est infirmière, qui a 25 ans. On vient de lui découvrir une sclérose en plaques. A priori, sa maladie est stable. Pour l'instant, elle est bien traitée, mais qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce que ça va entraîner si sa maladie évolue? On va dire que ça rentre dans la catégorie des maladies invalidantes. Un homme de 51 ans qui est poseur de revêtements de sol, donc il pose des parquets, des moquettes, des sols vinyles, il pose et il dépose. Il a fait un infarctus du myocarde en 2013 avec un suivi médical et une reprise sur son poste de travail. En 2019, il refait un infarctus du myocarde avec une hospitalisation, une pose de stent pour la réadaptation et un réentraînement à l'effort au niveau cardiaque, mais sans récupération de son état antérieur. Moi, je le vois et du coup, je vais demander et proposer à l'employeur d'adapter son poste de travail, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus faire des efforts intenses. Donc, ce qu'il va faire, c'est que je vais lui interdire, par exemple, la dépose des sols, qui est une tâche qui est particulièrement demandeuse au niveau du muscle cardiaque. Ce monsieur, il se trouve que je l'ai revu je l'ai revu là dernièrement. C'est la deuxième fois en un an que je le vois parce qu'il a eu de nouveau 2 problèmes de santé, pas du tout cardiaques. Il a fait des décollements de rétine des 2 côtés. Donc, ce qui fait qu'il ne peut plus, et il faut qu'il soit mis à l'abri, c'est-à-dire qu'il ne va plus pouvoir travailler en hauteur. C'est-à-dire que chez un poseur ou chez un peintre, poseur de revêtement de sol ou peintre, je vais lui interdire de travailler en hauteur. C'est-à-dire qu'actuellement, il a une adaptation de son poste de travail et il n'a pas le droit de travailler en hauteur. Donc, par exemple, il ne fait pas les cages d'escalier. Donc, on voit bien que c'est intéressant que le médecin du travail soit au courant de ce handicap ou de cette maladie handicapante, afin de pouvoir, on va dire, adapter le poste de travail. C'est compliqué, c'est difficile parce que le fait de faire une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ça peut prendre du temps. Comme je vous disais, c'est un gros mot. C'est dur pour les gens de se reconnaître handicapé et de se dire « je ne suis plus comme les autres, je ne suis plus comme avant ». Il faut faire le deuil de son état de santé antérieur. On peut, on va dire, distinguer 2 situations différentes. Donc, le demandeur d'emploi en situation de handicap,
qui est bénéficiaire ou non d'une RQTH, et le salarié en emploi qui, au décours d'un événement, peut se retrouver en situation de handicap. Donc ça, c'est plutôt ces personnes-là que je vais voir. Donc, je vais pouvoir recevoir, par exemple, un salarié pour sa visite initiale, sa visite d'embauche, qui est déclaré en tant que travailleur handicapé par son employeur, ou un salarié qui n'a pas révélé son statut de travailleur handicapé à son employeur. Pour le premier, c'est assez facile, l'employeur est au courant, donc il ne va pas être étonné que je puisse mettre des restrictions ou des demandes d'adaptation de poste. Pour le deuxième, qui lui n'a pas révélé son handicap à son employeur, c'est un peu plus compliqué. Parce que du coup, l'employeur n'étant pas au courant, il va quand même se poser la question, tiens, si je demande des adaptations de poste, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que... bon, je ne vais pas en parler directement à l'employeur, je vais plutôt engager le salarié à retourner vers son employeur pour essayer de lui expliquer la situation et, secondairement, du coup, de lui faire part et de lui donner sa notification de RQTH afin qu'on puisse travailler tous ensemble. Donc, ça, on va dire, on a déjà un dossier qui est fait pour une personne en situation de handicap. La deuxième situation dont je vous parlais, c'est le salarié qui est en emploi et qui se retrouve en situation de handicap alors qu'il est en poste. Pour moi, c'est souvent la situation la plus fréquente. C'est-à-dire que c'est des gens qui, au cours de la vie, un événement de vie, l'apparition d'une maladie, un accident, on va dire que ces aléas vont porter atteinte à son intégrité physique ou psychique et la mettre en difficulté sur son poste de travail. Ça va être au décours d'une visite de reprise, au décours d'une visite occasionnelle ou une visite périodique de routine que je vais découvrir cette situation de handicap. Donc là, le cheminement va être beaucoup plus long et va être beaucoup plus compliqué à mettre en place. L'important et la première chose à faire, c'est de pouvoir nommer la difficulté, pouvoir cerner un peu la difficulté pour pouvoir, on va dire, prendre le temps de faire un peu le tour du sujet. C'est le temps de la révélation à soi-même, comme je dis. C'est-à-dire, c'est le salarié qui va prendre conscience de cette perte de chance, de cette diminution de ses capacités fonctionnelles. Donc, c'est ce que je dis. On va pouvoir parler dans ces cas-là de la RQTH, donc la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, dans le terme de compensation de la perte de chance. Après, il y a un temps administratif avec le remplissage du dossier de demande de RQTH, le traitement du dossier. Ça peut demander quelquefois plusieurs mois, mais il faut savoir que dès le dépôt de dossier, vous avez une notification de dépôt de dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées. On va pouvoir, nous, en tant que service de santé au travail, faire intervenir nos partenaires. On a plein de partenaires. On a le Cap Emploi, qui était anciennement appelé le SAMET, le service social de la CPAM, les missions handicap des entreprises, des partenaires spécifiques à chaque handicap, handicap psychique, handicap visuel, handicap auditif. Et une fois qu'on a fait ça, on est dans on va dire, un troisième temps, qui est le temps de la révélation du handicap aux autres. D'abord à l'employeur, pour qu'il soit au courant de cette situation, et, si besoin, au collectif de travail, pour que la personne, puisque c'est un handicap invisible, qui ne se voit pas, il va falloir aussi pouvoir l'expliquer au collectif pour que le collectif soit bienveillant et ne s'étonne pas qu'il y ait des modifications organisationnelles ou des modifications du poste de travail en se disant, bah, tiens, lui, il a le droit à ça, il est quand même, il a beaucoup de chance. En fait, non, c'est la compensation de la perte de chance, ce n'est pas une chance, mais l'avantage, c'est que c'est du gagnant-gagnant parce que tout ce qu'on va faire pour améliorer le poste de travail de ce salarié va pouvoir se répercuter sur l'ensemble du collectif de travail. Actuellement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il existe des handicaps ou des situations personnelles handicapantes qui ne sont pas reconnues officiellement, en tout cas pas dans les critères des MDPH et qui ne peuvent pas bénéficier de cette RQTH. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Que va faire la révélation, puisque finalement, l'avantage de entre guillemets, de la RQTH est de le dire à l'employeur, il va y trouver un intérêt puisqu'il va pouvoir faire rentrer dans son effectif de personnes déclarées, vous savez, votre obligation d'emploi de travailleurs handicapés, les 6% à partir de 20 salariés, je crois que c'est ça ou plus ça, je ne sais plus, et du coup, ne plus payer d'amende auprès de la GFIP. Donc, ces personnes-là, quelle va être la plus-value pour l'entreprise de savoir qu'elles sont en situation de handicap? Eh bien, en fait, il va falloir évaluer au cas par cas sur les capacités de bienveillance de l'entreprise pour pouvoir adapter le poste de travail. Par exemple, moi, j'ai dans une de mes entreprises, qui est un établissement de soins, une personne qui a été obligée d'accompagner sa petite sœur qui était en fin de vie
Donc, ça a été compliqué. Il a fallu aussi pouvoir en parler à l'employeur, puisque ça, c'est une situation personnelle handicapante. Et donc, la personne n'avait pas de RQTH, puisque c'est quelque chose qui va être sur un temps très court. Il y a la possibilité, au niveau de la CPAM, d'avoir des arrêts maladie de 3 mois pour aidant familial, mais c'est quand même un peu compliqué, un peu lourd à mettre en place. Et en fait, cette personne, elle était quand même épuisée physiquement, puisque sa petite sœur habitait dans un autre département. Elle prenait sur ses jours de congé pour pouvoir aller la voir. C'était vraiment très compliqué. Donc, en fait, on a entre guillemets, négocié avec l'employeur et au niveau d'une organisation de travail sur un temps partiel, et avec la CPAM, du fait de son épuisement physique, un temps partiel thérapeutique. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise en charge en tant que temps partiel thérapeutique avec un arrêt, et du coup, elle pouvait quand même continuer à travailler, ce qui était important pour elle psychiquement, mais en même temps, elle avait du temps pour pouvoir aller s'occuper de sa sœur et de pouvoir l'accompagner jusqu'à son décès qui a eu lieu dernièrement. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire à travers tous ces exemples et tout ce que je vous ai dit? La révélation finalement du handicap, on se rend compte qu'elle est un peu inéluctable dans le cadre d'un maintien en emploi. On ne va pas pouvoir le cacher, c'est pas possible. Si on veut que si la personne se retrouve en difficulté du fait de son handicap, on se rend compte que si on ne le dit pas à l'employeur, c'est pas possible, on va pas pouvoir faire des choses. Donc, il faut qu'on puisse communiquer. Il faut qu'il y ait une confiance qui s'instaure entre le salarié et le médecin du travail, entre l'employeur et le médecin du travail. Il n'est, ce médecin du travail, ni du côté du salarié, ni du côté de l'employeur. Il est là pour éviter l'altération de la santé physique ou mentale du salarié du fait du travail, et il va lutter contre la désinsertion professionnelle. En fait, il faut qu'on change le regard que l'on peut avoir sur le handicap, parce que finalement, une personne qui a vécu un deuil, qui a vécu un accompagnement, qui a vécu quelque chose, elle va acquérir des richesses. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est éviter et arrêter de voir le handicap comme une faiblesse, mais plutôt comme un atout. Il faut rendre l'entreprise, il faut rendre la société, on va dire, on utilise le terme d'inclusion, mais ce n'est pas un joli terme. En fait, il faut qu'on pense en globalité, c'est-à-dire que notre entourage est composé de personnes valides en pleine possession de leurs moyens et de personnes qui sont en situation de handicap, et quelquefois ce handicap invisible. Donc, il faut qu'au mieux, l'environnement de travail puisse s'adapter à la totalité des personnes. Et ce sera tout bénéfice pour les gens qui sont, on va dire, en possession de toutes leurs capacités. Donc, c'est tous ensemble que nous avancerons plus loin, et on va toujours plus loin tous ensemble. On va pouvoir en voir un exemple avec le partage de Madame Chenet sur l'entreprise Bretagne Atelier. On passera donc au temps des échanges plus tard. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je vais en effet vous présenter l'entreprise, l'association Bretagne Atelier, afin que vous compreniez que dans une association dont la majorité des personnes sont des personnes en situation de handicap, il est possible d'avoir un fonctionnement et une performance à la fois industrielle, tel que vous le voyez sur la diapositive, mais évidemment avec extrêmement humaine. Je partage le média. Ah oui, pardon, ok. Ce sera mieux. Parce qu'on ne la voyait pas. Voilà. Mais c'est moi qui vais être obligée de... Ah d'accord, ok. De faire le switch. Ah bon, très bien, ok. Bon, alors je vais vous dire, Emmanuel, lorsqu'il faudra passer à la diapo suivante. Donc, ok, on va pouvoir passer à celle d'après. Donc, pour rapidement présenter l'association Bretagne Atelier, donc c'est une association qui a une mission portée par des valeurs de confiance, de performance, de respect, de bienveillance. On a parlé de bienveillance tout à l'heure par rapport aux personnes en situation de handicap. Donc, bienveillance, bien entendu, mais pas que finalement. Et vous verrez que finalement, la bienveillance, lorsqu'elle est distribuée dans l'entreprise, elle bénéficie à l'ensemble des salariés, pas seulement à ceux qui sont en situation de handicap. Mais elle permet d'avoir le respect de ces valeurs, en tout cas, permet justement que cette bienveillance puisse bénéficier à chacun.
Et puis un engagement sociétal, puisque l'engagement de Bretagne Atelier, c'est de redonner du sens au travail, à des personnes qui sont en difficulté par rapport à ce travail et qui ont besoin de compensation, telle que l'évoquait Madame Cadic, dans leur situation pour pouvoir effectuer ce travail. Donc, on va pouvoir passer à la diapositive suivante, parce que l'idée, c'est que je fasse un focus sur la mission d'emploi des travailleurs en situation de handicap et pas sur la mission économique de Bretagne Atelier, parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui si on veut évoquer les handicaps invisibles et les situations personnelles handicapantes. Donc, la mission de Bretagne Atelier, c'est d'offrir un emploi, un travail, une activité professionnelle à des personnes en situation de handicap. Et cette mission, vous allez le voir comment on la réalise avec plus de 420 personnes qui ont une RQTH. Donc, la particularité de Bretagne Atelier, c'est d'être une très très grosse association en termes d'emploi, en termes d'effectifs, en termes de taille, donc une des premières entreprises adaptées sur le volet industriel en France, avec de très très nombreuses années d'expérience, puisque l'association a été créée au moment où de la loi de 75, donc la première loi qui générait du droit pour les personnes en situation de handicap. Et donc actuellement, l'association a 550 personnes dans ses effectifs, dont 420 ont une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Donc, en effet, lorsqu'on a dit ça, on peut considérer que il n'y a pas de besoin de révéler quoi que ce soit, puisque les personnes arrivent avec un critère de recrutement, entre guillemets, qui est la RQTH. Donc, la question finalement de révélation du handicap n'est pas une question qui se pose au sein de notre association pour ces personnes-là. Pour autant, il est souvent nécessaire malgré tout, et c'est là justement qu'on a tout ce qui est important, la relation avec l'association Santé au Travail, donc avec notre médecin du travail, puisque quand bien même les personnes ont une RQTH, pour autant, nous avons besoin de connaître quelles sont les contre-indications, les contraintes, et surtout quels vont être les talents que les personnes vont pouvoir déployer malgré ces contraintes. Donc, très rapidement, une répartition de nos activités. Donc, on travaille principalement pour l'activité automobile, et puis pour ne pas le citer, PSA Stellantis Rennes à Jeannet, très bien connu sur le bassin rennais, qui est notre principal client et qui nous donne, donc, vous voyez, la majorité de notre activité. Après, on a quelques activités. Ce sont beaucoup d'activités industrielles, du montage et de l'assemblage de pièces pour différents clients. Et on a aussi une activité donc dite tertiaire, plus orientée vers la bureautique, c'est environ 10% du chiffre d'affaires pour des clients des domaines des banques et des assurances. Vous allez pouvoir passer, Emmanuel. Donc, au niveau de notre... Oh, elle est bizarre, ma diapo. Ouais. Juste pour que vous compreniez, au niveau de l'équipe de direction, l'organisation de notre entreprise est absolument la même que dans n'importe quelle autre entreprise. Peut-être la différence que vous constatez par rapport à cet organigramme, c'est qu'il a pas la forme habituelle, il est inversé. C'est le reflet de notre mode de management, qui est aussi un mode de management en pyramide inversée. C'est-à-dire que, comme vous l'avez compris, l'association Bretagne Atelier n'a aucune raison d'être sans les personnes en situation de handicap qu'elle accompagne, puisque c'est sa mission, et que la mission de l'association, c'est d'offrir un emploi à ces personnes, une activité professionnelle, et que sans cette mission, et sans les personnes en situation de handicap, il n'y a pas d'association de Bretagne Atelier. Donc, l'équipe de direction, composée telle que vous le voyez, elle est là pour soutenir l'activité. C'est pour ça que cette forme pyramidale a vraiment du sens, et cette forme d'organigramme inversé, parce qu'on est vraiment dans une direction qui soutient son projet, mais qui met bien les femmes et les hommes qui composent les salariés et usagers de l'association Bretagne Atelier au cœur du dispositif. Et tout notre modèle managérial est basé sur cette philosophie. Et donc, comme vous le voyez sur l'organigramme, donc moi, je suis sur le pôle RH, formation, le pôle médico-social également, que je vais un petit peu détailler pour que vous compreniez un peu comment on peut prendre en considération l'ensemble des difficultés des salariés, enfin en tout cas de leurs contraintes. Et puis, donc je suis aussi en charge de la direction des ESAT, de l'association, qui sont des établissements dans lesquels les personnes en situation de handicap sont des usagers et non des salariés. Par contre, voilà, sur l'ensemble de l'équipe de direction, on est organisé comme n'importe quelle entreprise, avec le commerce, l'industrialisation, les achats, les finances, bien sûr, et tout un volet
qualité qui est très, très important puisqu'on est en industrie avec des clients très exigeants en termes de qualité, notamment PSA, hein, Stellantis ou Airbus ou Alstom ou SNCF qui sont nos principaux clients et qui ont une exigence de qualité. Ce qui permet de dire qu'on peut avoir 80% de personnes en situation de handicap dans nos effectifs et pour autant avoir une activité de qualité et performante pour des clients exigeants. Vous allez pouvoir passer à la diapo suivante. Comment alors on parvient à cet épanouissement de nos salariés, à leur réussite professionnelle, alors que on pourrait imaginer qu'avec autant de personnes en situation de handicap, on aurait des difficultés peut-être sur le plan managérial, sur le plan organisationnel. Voilà, l'idée c'est que je puisse vous expliquer comment on fonctionne avec la suite de mon propos. Donc, rapidement, pour que vous compreniez bien, ça a été évoqué par Madame Cadic juste avant sur la question de la reconnaissance du handicap. Et c'est important parce qu'en effet, le postulat à Bretagne Atelier, c'est que les personnes ont une reconnaissance de leur handicap. Alors pourquoi elles ont une reconnaissance de leur handicap? Parce qu'elles l'ont demandé. Elles ont demandé à bénéficier d'un droit qui les protège ou qui leur confère des avantages. Alors des avantages, si je puis dire, hein, parce qu'évidemment, on sait que malheureusement, il y a rarement des avantages à être en situation de handicap, mais en tout cas, la reconnaissance du handicap par une décision administrative permet à ces personnes d'avoir notamment de rentrer par exemple dans l'obligation d'emploi. Les fameux 6% de travailleurs handicapés que chaque entreprise doit avoir dans ses effectifs, il n'y a que les personnes qui ont une reconnaissance de leur handicap qui peuvent rentrer parmi ces 6%. Donc, une fois que le handicap est reconnu, il existe différentes orientations professionnelles qui sont délivrées par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, Commission des droits qui siège au sein de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Et donc, la MDPH, donc via la commission, va délivrer une RQTH, donc reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et parmi ces personnes qui ont une RQTH, il existe plusieurs orientations professionnelles. Il existe des orientations dites marché du travail. Donc, en fait, ça n'existe plus maintenant, mais il y a encore des gens qui ont ce type d'orientation, c'est pour ça qu'on le cite. En tout cas, c'est le service public de l'emploi qui va orienter ces personnes vers tel ou tel type d'entreprise. Les personnes peuvent être orientées vers un centre de rééducation professionnelle lorsque le handicap survient, par exemple, hein, comme l'a expliqué Madame Cadic tout à l'heure, au cours de la carrière, avec une maladie qui va arriver à l'âge adulte notamment. Donc là, on va avoir une orientation pour se réorienter parce que le travail précédent n'est plus possible, n'est plus envisageable. Et puis, il est possible d'avoir des orientations dans un milieu qui est dit protégé. Et notamment, ce sont des établissements comme l'ESAT, hein, établissements et services d'aide qui va devenir d'accompagnement par le travail, que Bretagne Atelier gère également. Donc nous, au niveau de l'entreprise adaptée, on est spécifiquement sur le public qui est orienté vers le marché du travail et qui donc a des capacités de travail qui sont reconnues par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Voilà, Emmanuel. Et donc, parmi nos salariés, vous avez sous les yeux la cartographie des handicaps qui permettent d'illustrer l'ensemble des typologies de handicap qui vous ont été tout à l'heure très, très bien expliquées par Madame Cadic. Donc, on a donc parmi nos effectifs, vous le voyez, une majorité de personnes avec des handicaps physiques et une autre partie importante de personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc là, c'est vrai que sur la diapo, on ne voit pas le intellectuel. Je suis désolée, c'est un problème sûrement de mise en page. Parmi les handicaps physiques, en effet, certains sont visibles hein, et la plupart du temps, la plupart des personnes, lorsqu'on les interroge sur le type de handicap qu'ils imaginent lorsqu'ils pensent aux personnes en situation de handicap, vont parler de personnes en fauteuil roulant. Il s'agit de seulement 2% de la population des personnes en situation de handicap qui ont un handicap visible au point d'être en fauteuil roulant. Mais pour le reste, même sur le handicap physique, parfois, c'est absolument invisible, tel que ça vous a été décrit tout à l'heure, des problèmes de dos, des problèmes de cervical, des problèmes aux genoux, aux hanches, etc. sont des choses qui vont être parfaitement invisibles lorsque la personne est debout devant vous ou qu'elle est assise sur une chaise pour un entretien de recrutement. Donc, on n'est pas, même dans le handicap physique, sur des choses qui sont extrêmement visibles.
La déficience intellectuelle, qui représente chez nous 33% de la population, c'est pareil, si vous n'avez pas une conversation poussée et soutenue avec la personne, c'est impossible de le savoir. C'est pour cette raison d'ailleurs que la plupart des personnes qui visitent l'association et qui traversent nos ateliers nous disent: «Mais en fait, moi, j'ai pas trop vu, elles étaient où les personnes handicapées, là où enfin, dans ce qu'on a visité?» Parce qu'en effet, la plupart des handicaps sont absolument invisibles et notamment la déficience intellectuelle. Alors évidemment, avec un peu de connaissances et surtout sachant qu'il y a une RQTH, on va pouvoir détecter un certain nombre de problématiques liées à la déficience intellectuelle, mais ça n'est absolument pas visible. La maladie psychique, telle qu'elle a été décrite et vous a été citée tout à l'heure, c'est pareil, on va avoir pas mal de gens qui ont des schizophrénies notamment, avec un traitement parfaitement adapté et ces personnes vont être tout à fait en capacité d'avoir un travail, une activité professionnelle, sachant que, bien entendu, il va falloir adapter un certain nombre, de l'organisation de travail. Tout ce qui va être troubles psychiques ou troubles du comportement également sont des typologies de handicap qu'on repère, hein, dans la cartographie des handicaps de nos salariés. Handicap sensoriel, en particulier, les personnes, qui souffrent de déficience auditive, hein, on en a un certain nombre, également visuel et puis tous les conséquences, de traumatisme crânien, AVC, tumeurs et cetera sont aussi génèrent des situations très handicapantes, notamment en termes de mémorisation, de capacités cognitives qui sont parfaitement invisibles. Alors là, c'est même le plus «bluffant» entre guillemets, puisque les personnes ont des compétences, des connaissances, des diplômes. Elles ont eu même une carrière professionnelle avec parfois de très, très belles, progressions dans leur carrière et la situation, de traumatisme, quelle qu'elle soit, pardon, va générer des troubles très importants, qui sont parfaitement invisibles et nous ne repérons pas forcément d'ailleurs, au moment de la visite, au moment du recrutement. D'où alors bien entendu l'importance extrême, de la visite médicale d'embauche notamment, et c'est là qu'on attend beaucoup aussi de notre médecin du travail et que l'ensemble de l'équipe d'encadrement, est en attente de l'avis d'aptitude, puisque, le médecin évidemment jamais en aucun cas va donner le nom de la pathologie. D'ailleurs ça ne nous intéresse pas et on n'a absolument pas compétence pour avoir un avis sur ce type de pathologie, mais le médecin va donner des restrictions et des consignes particulières, que l'on va pouvoir prendre en considération pour adapter le poste de travail, mais pas seulement. C'est parfois l'organisation du travail qui va être adaptée, ça va être le temps de travail, tous ces éléments qui vont avoir des répercussions et qui vont pouvoir, que l'on va pouvoir utiliser. Donc, souvent, les entreprises que nous rencontrons nous disent, mais c'est embêtant de ne pas savoir ce qu'ont les gens parce que ça se voit pas toujours. Donc, on aimerait bien que le médecin il nous dise un peu plus. Mais en fait, le fait de savoir ce qu'a la personne peut générer plus de problématiques, de contraintes, voire d'inquiétudes pour un manager Hem, qu'une fiche d'aptitude qui est bien rédigée avec un médecin du travail qui va être constructif et collaboratif, et qui va vous donner les éléments, qui permettent d'aménager son organisation de travail ou son management, pour que la personne soit dans la meilleure situation, qu'elle soit dans une situation handi-bienveillante et ça, c'est très important parce que je l'entends souvent, ce reproche de ne pas savoir ce qu'ont les personnes et en fait, moi, j'ai vécu plusieurs fois parce qu'on est dans une entreprise très handi-bienveillante où les gens vont dire: «Moi, j'ai ça», en particulier des troubles psychiques, hein, les gens vont facilement dire: «Moi, je suis schizophrène». Ça génère davantage d'inquiétude pour les managers que, une fiche d'aptitude dans lequel le médecin va dire, «Attention, à la prise de poste du matin, être vigilant sur le temps de pause, bien respecter les temps, du midi», par exemple, pour des gens qui ont des diabètes ou, voilà. C'est vraiment important, de bien se référer à ce que le médecin va pouvoir donner comme information, plutôt que de se contraindre, ou de penser être contraint par le fait de ne pas savoir, quelle est la situation de handicap. Alors là, docteur Cadic, en fait, il faudrait cliquer sur le lien «Notre management social» pour arriver sur la suite, du propos, parce que sinon on va pas dérouler comme il faut. C'est normalement le «Notre management social» en bleu, en surbrillance, il permet d'accéder à la suite. Non, ça marche pas?
pas parce que c'est du PDF. Hein. Ouais, mais si, justement, il fonctionne ah ouais, mais donc c'est un lien qui est chez moi. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais. De toute façon, vu le temps qui me reste, Voilà. voilà. Donc, le management social, je voulais juste insister là-dessus. Ça, vous pouvez passer, c'est pas intéressant. Vous pouvez passer rapidement, là, c'est pas grave. En fait, c'est une diapo, c'est pas grave. Ça va dérouler après, peut-être qu'on va y arriver maintenant. Non, encore. Il y avait des exemples, etc. Mais voilà, encore, non, c'est pas bon. Voilà, stop. Plutôt la dernière. Je ne vais pas tout détailler, je ne vais pas avoir le temps. Encore après, il y a une diapo qui est importante pour moi. Encore, voilà, stop, c'était juste celle d'avant, pardon. Bon, juste pour vous dire, sur le mode de management notre mode de management, il est social parce qu'évidemment, on a un plateau technique un peu plus fourni qu'une autre entreprise. Et ce mode de management permet vraiment d'accompagner l'ensemble des situations de handicap, qu'elles soient connues, qu'elles soient invisibles ou même qu'elles se soient juste des situations personnelles qui sont handicapantes. Parce qu'on a une équipe médico-sociale avec des infirmières, on a une assistante sociale, une psychologue qui est clinicienne, une coordinatrice socio-professionnelle et on réalise toutes les semaines une réunion pluridisciplinaire du service médico-social avec l'ensemble des managers de l'entreprise. Et l'idée, c'est justement de repérer des situations problématiques qui semblent poser des problèmes ou qui pourraient poser des problèmes et de mettre en place une action qui va permettre de régler ce problème. Et le fait d'avoir évidemment une psychologue clinicienne, les 2 infirmières qui vont relier avec le médecin du travail, d'avoir une assistante sociale qui va être à l'écoute de certaines difficultés annexes, va vraiment permettre de repérer des situations soit de handicap vraiment classique, soit personnelle handicapante qu'on va repérer parce que la personne ne va pas bien. Mais ça, c'est vraiment lié au regard bienveillant de nos managers, de notre encadrement, qui va être plus à l'écoute, qui va faire attention, qui va dire là, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, est-ce que quelqu'un peut passer voir? Nous-mêmes au RH, enfin le service ressources humaines, la responsable des ressources humaines, elle passe sur les sites tous les mois, rencontrer les gens, dire bonjour. Parfois, il y a une petite question sur la mutuelle, sur le salaire et hop, on repère qu'en fait, ça va un petit peu plus loin que ça. Une petite question sur le salaire, on voit qu'il y a une saisie sur un impôt qui n'a pas été payé. Enfin voilà, et hop, on repère des situations personnelles qui sont handicapantes et on va pouvoir accompagner les personnes dans ce cadre-là. Donc, accompagnement individualisé, il permet vraiment d'être le plus bienveillant possible avec l'ensemble des situations qui posent des difficultés, les situations handicapantes ou personnelles handicapantes, et elle permet d'avoir un accompagnement qui soit adapté. Je crois que je vais être obligée d'arrêter vu le temps, mais sinon j'aurais pu continuer pendant encore des heures. C'est bon, docteur Cadic, vous pouvez arrêter. Merci. Alors moi j'ai une question parce que par rapport à la dernière diapo où on voit que vous avez une équipe avec 2 infirmières, une psychologue et vous avez combien? 420 personnes En situation de handicap et en on pousse situation de à handicap. 150, oui. Donc ce qui veut dire que dans une entreprise lambda de 100 personnes, si on a le quota de 6%, ça fait 6 personnes. Donc quand vous voyez que vous arrivez à faire des situations et du management personnalisé pour 420 personnes avec le service RH, 2 infirmières, on peut se dire que finalement, avoir 6% de travailleurs en situation de handicap dans son entreprise, c'est pas gênant parce que ça va pas nous demander trop de temps. On est d'accord. On va pouvoir avoir un management, on va dire, handi-bienveillant. Ouais. On devrait pouvoir avoir un management anti-bienveillant tout le temps. Je pense, en effet, j'en suis convaincue aussi, parce que d'autant plus que ce type de management, de toute façon, comme je le disais au démarrage, va bénéficier à l'ensemble des salariés. Donc, finalement, on n'est pas, certes, tout le monde ne pourra pas avoir une psychologue, mais on a forcément un relais avec l'association santé au travail. Il y a aussi des entreprises qui ont des services sociaux inter-entreprises, hein, donc on peut avoir un petit bout d'assistante sociale, on peut aussi avoir une prestation de service psycho, c'est possible, c'est pas des choses qui coûtent très cher, mais juste mettre à disposition un staff un peu à l'écoute et un peu bienveillant, avec un manager et des managers qui sont un peu sensibilisés, ça suffit largement, à mon sens, en effet, à suivre un certain nombre de situations, soit handicapantes, soit personnelles, qui peuvent poser des difficultés. Donc, on se rend bien compte que finalement, ce qui est important, c'est on va dire la formation aussi des managers de proximité, avec on va dire une connaissance et un accompagnement de ces managers dans la connaissance
du handicap et de la gestion du handicap. Et c'est là où on va pouvoir être intéressant. Je revois là, alors je pense qu'on a peut-être des questions. Oui, Madame Cadic, il y en a une qui se rapporte peut-être aussi d'un autre, du point de vue d'un autre acteur sur les situations de handicap invisible. Ça suppose que les managers puissent avoir une sensibilité accrue par des connaissances aussi un peu plus complètes. Mais Fanny Thiraud demande, est-ce que tous les médecins du travail sont formés au handicap invisible ? Ah ben oui, puisqu'on voit les gens, donc on voit bien. On est quand même tous médecins à la base, hein, le médecin du travail, contrairement à l'image qu'on peut avoir, c'est pas toujours le dernier qui a loupé ses examens et qui c'est pas vrai, hein, c'est un peu dans la c'est un peu, on va dire, dans le c'est plus ça, c'est pas ça, c'est complètement autre chose. Donc on a une formation et on a de toute façon dans notre cursus de formation, on va dans des services cliniques, on va dans des services, on va en rééducation, on peut aller en psychiatrie, on va dans les services médicaux. Donc moi, j'ai fait un internat au départ de médecine générale, je suis allée en psychiatrie, donc le handicap invisible psychique, je connais, je suis allée en pneumologie, j'ai vu des insuffisants respiratoires, j'ai fait pendant mon internat de santé au travail je suis allée à la MDPH, donc j'ai vu des personnes en situation de handicap. Donc tout médecin est capable de reconnaître un handicap invisible. Pas spécifiquement, on n'a pas de formation, c'est que ça fait partie de notre travail de tous les jours. D'accord, merci. Et une question également de Marianne Delmas qui dit: quelle adaptation du poste de travail peut-on proposer à une personne atteinte d'une sclérose en plaques ayant une fatigue générale accrue? Alors, dans le cadre de la sclérose en plaques, on fait surtout des adaptations organisationnelles. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les personnes sont souvent fatigables. Et donc, en fonction de la fatigabilité, on va organiser des temps partiels. Et on va pouvoir justement, s'il y a vraiment une atteinte très, très importante qui perdure dans le temps, qui n'est pas stabilisée par le traitement, on va pouvoir faire bénéficier aux salariés d'une invalidité. Alors l'invalidité, c'est de la compensation qui est faite par la sécurité sociale avec une reconnaissance par le médecin de la sécurité sociale qui va permettre à la personne de diminuer son temps de travail et d'avoir une compensation financière à la réduction de son temps de travail. Donc, on organise souvent pour les scléroses en plaques des temps partiels sur des demi-journées, c'est-à-dire soit le matin, soit l'après-midi, en fonction de la fatigabilité. En tout cas, c'est souvent ce qui est proposé. Alors, il n'y a pas d'autres questions, mais ça ne va pas du tout. Là, lancez-vous, lâchez-vous. Vous êtes 30 encore là. Ne me dites pas qu'on a répondu à toutes vos questions. On est très doués, mais je ne pense pas qu'on ait pu répondre à toutes vos interrogations. Donc, n'hésitez pas. Sur la sclérose en plaques, parce qu'évidemment, nous, on en a quand même pas mal de salariés qui sont atteints de cette pathologie. Il y a aussi la possibilité, et pour ça, il faut vraiment, vraiment se pousser en termes d'organisation de travail et avoir une acceptation globale et collective. On a aussi la possibilité de permettre aux personnes d'avoir un repos, un vrai repos, où elles peuvent vraiment dormir, enfin en tout cas se reposer très fort un moment de la journée. Elles ont des moments, des périodes, en tout cas, nous, on a des bureaux qui sont destinés à ça pour que les personnes puissent faire la sieste après le repas ou même avant, ça dépend des périodes. C'est juste parfois 20 minutes, mais c'est absolument indispensable. Alors, il y a la sclérose en plaques, mais il y a aussi d'autres pathologies. On a des narcoleptiques, des gens qui ont vraiment des difficultés importantes par rapport au sommeil. Et il y a une telle acceptation de cette situation que la petite sieste, ça pose pas de soucis, ça gêne personne. Elles rognent pas sur leur temps de travail, elles font ça sur leur temps de pause en général, et ça permet vraiment de prolonger le temps de travail de la journée d'une manière intéressante. C'est le temps on va dire, de récupération, et on voit bien que même dans les entreprises qui ne sont pas des entreprises adaptées comme la vôtre, notamment dans le milieu de soins, on a des salles de sieste. À l'hôpital, ils instaurent la sieste pour les gens qui travaillent de nuit. C'est-à-dire que moi, j'ai un établissement de soins, il y a des fauteuils de repos dans les salles de soins pour les personnes de nuit, pour qu'elles puissent s'allonger, se reposer, parce qu'on sait que les siestes flash de 10-20 minutes, ça augmente ça augmente justement la productivité, ça augmente l'éveil. Donc, c'est toujours intéressant. Du coup, Madame Chenet, Madame Cadic, il nous reste un petit peu plus de 10 minutes et du coup, il y avait 2 autres questions. Alors, Myriam Kernin pose la question des aidants.
Donc, je vais demander à Myriam de préciser un petit peu. Est-ce que c'était de trouver des pistes pour les aidants? Alors, le problème des aidants, c'est qu'on est un peu, on va dire, limité au niveau des possibilités d'action, puisqu'on est en dehors du champ du handicap reconnu, tel que le décrit la loi de 2005. Donc, effectivement, ça va être aussi dans le cadre de l'entreprise, c'est l'entreprise qui va pouvoir aider, ça va être les collègues. Moi, pour avoir eu le cas dans une de mes entreprises où un des salariés a perdu son épouse et son fils dans un accident de voiture, les collègues lui ont offert des jours de travail, des jours de RTT, pour qu'il puisse effectivement avoir plus de choses. Après, effectivement, on le laisse partir un petit peu plus tôt, on a un management un peu plus bienveillant, on fait un peu plus attention et on compense. Effectivement, là, pour les aidants, il y a ce qu'on appelle la zone un peu grise, où on n'a pas de compensation financière et on n'a pas d'aide encore complète. Mais ça vient, ça rentre dans la loi, là, c'est en pleine mutation. Oui, alors il y a un petit bémol, je me permets, sur la prestation de compensation du handicap, où il peut y avoir une forme de reconnaissance financière de l'aidant familial, mais qui effectivement n'est peut-être pas à la hauteur de toute l'implication des aidants et dans la compensation et l'accompagnement au quotidien, quoi. Il y a des entreprises qui ont mis en place des dons de RTT, hein. Ça fonctionne super bien sur des aidants qui sont vraiment dans des situations dramatiques à un instant très, très particulier, notamment probablement au moment de l'imminence du décès du proche. Et ça fonctionne très, très bien. Il y a toujours des très beaux élans de solidarité par rapport à ça. Enfin, en tout cas, nous, on a déjà eu le cas, ça a été fait, mais ça a été fait dans plein d'autres entreprises. Après, évidemment, ça ne permet pas de compenser la situation d'un aidant qui, tous les soirs, doit aller voir sa maman. Enfin, voilà, c'est vrai que ce sont des situations, comme vous dites, qui sont un peu grises et sur lesquelles on n'a pas énormément de solutions au sein des entreprises. Ça, c'est certain. Cécile Cormery posait la question, est-ce que les migraines récurrentes entrent dans le champ des maladies invalidantes? Pour moi, oui, puisque la migraine est une pathologie. Et migraine récurrente, oui, puisque ça vous gêne dans votre travail. Le seul souci des migraines invalidantes et des migraines récurrentes, c'est est-ce qu'on sait ce qui va les déclencher, s'il y a des facteurs déclenchants? Est-ce que ça va être le bruit? Est-ce que ça va être la lumière? Est-ce qu'on va pouvoir adapter le poste de travail sur effectivement moins de luminosité, faire un peu plus de télé? Alors maintenant, en plus, on va dire merci le Covid, on parle beaucoup plus de télétravail et on accepte un peu plus le télétravail. Donc c'est vrai que pour certaines personnes, la possibilité de faire du télétravail est vraiment un plus dans le cadre de l'adaptation du poste de travail. Mais pour moi, oui, c'est une maladie invalidante. Okay. Et en effet, les adaptations sont assez simples, hein. Nous, on en a beaucoup dans les services administratifs, enfin, quelques personnes. Il suffit de permettre que la lumière soit baissée, les volets restent baissés, d'avoir un aménagement du bureau qui permette que la personne ne soit absolument pas au contact de la luminosité. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent être faites. Et encore une fois, cette possibilité de se reposer dans le noir, c'est effectivement une possibilité qu'on utilise pour les migraineux et ça fonctionne très bien. En tout cas, déjà, ça rassure les gens. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisation bienveillante, anti-bienveillante ou situation personnelle bienveillante c'est déjà très fort et très beau de rassurer les personnes, juste d'être à l'écoute, de leur dire que c'est OK, c'est possible d'avoir une difficulté et d'en parler et on va essayer de trouver une solution. Déjà, rien que ça soulage d'une partie de la difficulté. Donc vraiment, c'est important. Il faut pas nier le fait que juste un peu d'écoute et de compassion permet déjà de limiter un petit peu la situation handicapante. Du coup, il y a 2 questions également qui me semblent tenir de ce que vous avez appelé, docteur Cadic, de la révélation. Comment motiver un salarié à reconnaître son handicap? Y a-t-il des avantages? Et une remarque de Delphine de Gardin qui dit « Je rencontre encore des salariés qui n'osent pas signaler leur QTH à leur employeur par crainte de conséquences. » Alors, on voit bien là qu'il y a surtout la notion de handi-bienveillance. C'est-à-dire qu'effectivement, ne pas donner… Moi, je vois des gens, ce que j'expliquais tout à l'heure, des gens que je vois en visite initiale, visite d'embauche, qui n'ont pas
qui sont porteurs, qui sont en situation de handicap, qui ont une RQTH et qui ne l'ont pas dit à leur employeur. Donc après, il y a certaines situations où finalement, cette RQTH, elle est personnelle, hein, on n'est pas obligé de le dire à l'employeur. Donc, quelquefois, je dis, non, c'est pas la peine d'en parler. Par contre, si je sens qu'il va y avoir besoin d'adaptation de poste, d'avoir une aide, déjà, le salarié qui est porteur d'une RQTH, il est considéré comme un salarié protégé dans l'entreprise. Donc, il a un statut quand même bien particulier. Après, ça peut être aussi par rapport dans le cadre d'une adaptation de poste, ou par exemple, quand il y a des postes qui se libèrent et qu'il faut positionner des gens sur des postes dans des adaptations de postes, et effectivement, la personne qui est en situation de handicap, elle va être, on va dire, peut-être un peu plus prioritaire. Alors, c'est vrai que du coup, ça permet de faire comprendre aux autres en disant, tiens, pourquoi lui, il a eu le poste et puis moi, j'ai pas eu le poste alors qu'on a postulé tous les deux, que moi, je suis plus d'ancienneté et que on va pouvoir lui dire, oui, mais l'autre, il a quand même un problème de santé plus important. Donc, on va pouvoir aussi expliquer au collectif. C'est vrai que la crainte du handicap, c'est la crainte de le dévoiler à son employeur, ça va dépendre de l'employeur. C'est tout simplement ça. C'est que il y a des employeurs qui sont qui savent ce que c'est que le handicap et qui y trouvent un bénéfice. Alors effectivement, je le dis souvent, ça va peut-être vous faire rire ou ça va peut-être pas vous faire rire, mais je dis souvent, certains employeurs, ils veulent bien des personnes handicapées, mais surtout pas trop handicapées. Donc on vient faire son marché dans les annonces de Cap Emploi et tout ça, pour avoir son bénéfice de ces 6% de personnes en situation de handicap. Mais bon, il ne faudrait quand même pas que ça perturbe trop l'entreprise. Donc, il y a certains employeurs où c'est pas facile et où c'est pas la peine d'en parler. Donc, effectivement, le médecin du travail, lui, qui est au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, qui connaît, on va dire, l'ambiance sociale et si ça vaut le coup, entre guillemets, de le dire ou de ne pas le dire. Et sinon, les avantages pour donc motiver les gens pour faire les dossiers de RQTH, en dehors du travail, quand même, si vous avez vous pouvez avoir aussi les cartes de mobilité inclusion. Hein, donc, c'est le passage à la caisse, c'est des réductions au cinéma, il y a aussi ça. C'est des aides au niveau des mairies, des régions qui peuvent aussi être mises en place. Et les gens qui n'osent pas dire à leur employeur qu'ils ont une RQTH, ne pas hésiter à les envoyer voir le médecin du travail pour en discuter avec le médecin du travail. Parce que le médecin du travail, il a la connaissance médicale, donc avec le secret médical, donc tout ce qui va se dire dans le cabinet du médecin, ça ne va pas sortir du cabinet du médecin. Ce sera mis dans le dossier médical de santé au travail, qui est un dossier médical. Donc, il n'y a rien qui est donné à l'employeur. Et après, on va pouvoir discuter, savoir est-ce que ça vaut le coup, entre guillemets, comme je disais, ou pas, de le dire à l'employeur. Parce qu'on va pouvoir mettre des choses en place, parce que l'employeur, le fait d'avoir savoir que la personne est en situation de handicap, il va pouvoir mobiliser des acteurs, il va pouvoir mobiliser des financements pour faire des adaptations de poste. Et donc là, quand même, il va quand même être intéressé. Alors nous, on a quelqu'un de la DGFiP qui c'est très bien. On profite. Donc, Madame Léraud, bonjour, je me permets de compléter avec des éléments que nous pouvons, à GFIP, transmettre aux entreprises concernant la RQTH. Donc, elle peut permettre la mise en place d'un accompagnement et des conseils par des spécialistes du handicap, des services et aides financières de la GFIP destinés notamment à couvrir les frais liés à la compensation du handicap dans l'emploi, un aménagement de poste destiné à compenser le handicap, une majoration du compte personnel de formation. Sous certaines conditions, ce statut conduit également à bénéficier d'une retraite anticipée. Donc, on voit qu'au-delà peut-être de la question du poste spécifique dans une entreprise, il y a peut-être des avantages dans la carrière, peut-être professionnelle également. Parce que vous en pensez, Madame Chenet et Madame Cadic. Des avantages sociaux, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est la compensation de la perte de chance. Hein, donc, il y a aussi des avantages. Voilà. Je me permets une question, Madame Cadic, oui, parce qu'il nous reste 1 minute 17 et peut-être... Donc, je ne suis absolument pas offensée de la question et c'est très bien de poser la question. Au contraire. Après, le problème, c'est comme chaque employeur, on va tous être différents en tant que médecin du travail, plus ou moins sensibilisés effectivement au handicap invisible. Mais bon, généralement, on a quand même un métier de soins et de prévention, donc on essaye la plupart du temps d'être bienveillant et d'accueillir avec bienveillance. Donc effectivement, parler de votre
TSA, donc je vous laisserai peut-être expliquer, mais je pense que c'est des troubles du spectre autistique. Je pense qu'il va vous écouter, parce que ça, effectivement, on peut mettre des choses en place pour les troubles du spectre autistique. Ah oui. Donc, pas de souci. Il y a plein de choses. Je pense que Mme Chenet Oui. ne me contredira pas. Oui. Il y a plein de choses très simples à mettre en place qui permettent à des personnes avec des troubles du spectre autistique, de bien s'insérer même avec les collègues. Il faut juste donner quelques explications et ça se passe très bien. Il faut informer le collectif de travail autour. Moi, ça m'est arrivé d'aller faire d'aller en entretien. Je sais, il reste 7 secondes. Ça va couper. Il reste 3 secondes. Avec un salarié, parler de l'AVC et des conséquences de l'AVC. Ouais. Bon, c'est terminé. Voilà. Bon, alors, comment ça Je pense qu'on a... Ouais. Bon. Voilà. Le live est terminé. Je ne sais pas si on nous entend encore. Ouais, je pense pas. Live terminé, ouais. Dites-nous si vous nous entendez encore. On vous entend. On peut continuer, mais c'est formidable. Alors, on va pouvoir continuer. Il ne faut pas qu'on dise trop de bêtises. Donc, on peut continuer, en tout cas, et conclure. On était ravis, je pense, de pouvoir proposer ce webinaire, que ce soit Madame Chenet ou que ce soit Madame Delanoë-Allard, qui a aussi, on va dire, une sensibilité handi-bienveillante. Et je pense qu'on essaiera. Alors, vous pouvez revoir le webinaire sur la chaîne YouTube de Présence Bretagne. Donc, ne pas hésiter à transmettre aussi si vous avez été, on va dire, intéressé, si vous avez eu des réponses à vos questions, à renvoyer les liens pour le replay à vos collaborateurs, à vos managers, à vos responsables, vos directeurs, vos amis. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup en tout cas à tous pour votre participation. Oui, merci à tous et puis merci à la ST pour avoir pensé à Bretagne Atelier pour notre témoignage parce que c'était un bon moment de partage extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on peut quitter le live maintenant. Oui. Et donc je vous dis au revoir mesdames. Au revoir. À bientôt.